sell this shit. Either change the record or it's not coming out. Now get the fuck out of my office. What am I supposed? Now. All right, man. Cet album est moins que rien, je ne peux pas vendre ce putain de disque. Tower Record m'a dit d'aller me faire foutre. Tower Record m'a dit de me mettre ce disque dans le cul. Tu sais que ça fait de se faire foutre un disque dans le cul. Je vais perdre mon putain de boulot à cause de ça. Tu sais pourquoi Tower Record a eu tant de succès? Il parle des gens, des grands écrans TVS, des blondes aux gros seins et de salopes. Soit tu changes le disque, soit il ne sort pas. Alors ça, c'est un choix également de votre part, Jean-Pierre Sergent. C'est pour nous l'occasion de parler de cette dimension qu'on a évoquée tout à l'heure, la dimension sexuelle et érotique de votre travail, qui évidemment fait partie intégrante de votre travail. Là, on l'a peut-être un peu dissocié, mais oui, voilà, ça fait partie intégrante de votre travail. Alors justement, vous aviez envie de diffuser ce titre-là parce que quoi finalement Parce qu'il montre bien que nous sommes entrés dans un monde totalement politiquement correct, c'est-à-dire que moi, comme on l'a dit avec Luigi Luciani, ça fait des années que je suis à Besançon et jamais mon travail n'a pu être présenté dans un musée. Donc c'est vraiment un événement pour moi parce qu'il y a tout ce côté sexuel qui dérange éminemment les gens. Ça fait peur et je vends pratiquement rien parce que les gens peuvent pas. J'ai des amis médecins qui ont l'argent pour m'acheter, mais ils disent on peut pas mettre ça dans notre salle à manger. Mais quelque part, je pourrais leur répondre la place de l'art, c'est pas dans votre salle à manger. Je pense que le monde artistique souffre énormément de ce politiquement correct parce que vous regardez le marché de l'art, 90% de l'art qui se vend, c'est quelque chose de toujours qui peut se vendre à Dubaï, à Hong Kong, à New York ou en Inde. Et forcément, il ne faut pas choquer le bourgeois. Et ça pose vraiment problème aux vrais artistes, entre guillemets, aux artistes qui font du sens, comme on peut dire. Oui, mais c'est le paradoxe de la compression, puisque d'un côté, on va la chercher dans l'art, on va chercher des traditions un peu partout, et l'art se défend, enfin, ou la société se défend en compactant elle aussi ses résistances. Voilà. Ce qui fait qu'on a un goût commun sur tout le monde entier, alors que ce travail arrive à montrer, c'est pour ça qu'il est fort, il arrive à montrer les traces de mythes qui sont peut-être des mythes anciens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça suscite du plaisir esthétique, on va dire, et donc de la réflexion philosophique, à partir de la logique de la transgression, qui est vieille comme le monde, là aussi. Mais pourquoi c'est toujours les mêmes thèmes qui sont transgressifs? C'est-à-dire que de même que quand on a le fini parfait, on trouve l'infini, on peut dire quand on trouve le corps parfait, peut-être qu'on trouve aussi une forme d'infini. Oui, l'infini, mais aussi la transgression nous permet d'accéder justement à l'espace, hein. Oui, c'est ça, la transgression est importante. C'est le mouvement. Oui, ça se rejoint, tout à fait. Oui. Nicolas Bousquet. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'un visiteur du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle qui se retrouverait dans le musée aujourd'hui serait particulièrement choqué, puisque finalement sur nos cimaises, nous exposons des œuvres éminemment érotiques qui, depuis plusieurs siècles, finalement, ont perdu leur côté transgressif. Mais par exemple, si on voit la nymphe à la source de Lucas Cranach, c'est un tableau éminemment érotique. D'ailleurs, Jean-Pierre t'a inspiré, il est présent dans le catalogue que l'on va sortir ensemble. Le fait d'avoir des personnes, des jeunes femmes, voire des jeunes hommes alanguis sur des tableaux de notre grande salle du XIXe siècle que l'on a traversée, qui est juste à 2 pas d'ici, la salle des Courbet. Courbet lui-même aussi a des compositions éminemment érotiques. Et aujourd'hui, évidemment, elles sont accrochées sur les cimaises du musée d'Ornans, sur les cimaises du musée d'Orsay et sur nos cimaises à nous. Donc finalement, cette place de l'érotique et de l'érotisme dans l'art est un poncif, pourrait-on dire, des musées. Simplement, la transgression évolue, c'est-à-dire que ce qui pouvait choquer à l'époque romaine n'est plus ce qui pouvait choquer au XIXe siècle, et au XXIe siècle, aujourd'hui, on arrive encore à choquer nos visiteurs, et on espère finalement que ce que l'on présente ne va pas fausser le regard que l'on veut qu'il porte sur nos collections, mais au contraire l'enrichir. Et c'est ça qui est important avec le travail de Jean-Pierre, que ce soit sur ses œuvres plutôt à dimension mystique ou spirituelle, ou ses œuvres
à dimension érotique, il y a toujours cet aspect à se référer à l'homme, à ses sentiments profonds, à ce qui le relie à la nature, et sa dimension sexuelle est profondément finalement naturelle et animale, pourrait-on dire. Et c'est pour ça qu'elle traverse les siècles et traverse les œuvres qui sont exposées dans les musées. En tout cas, ces œuvres-là sont visibles à la salle de conférence, qui n'est pas totalement accessible, voilà, qui est accessible sur réservation, je crois. Certaines y verront peut-être un avilissement des femmes en réduisant la sexualité à l'acte sexuel. Et puis, on peut bien sûr répondre que peut-être la vision de l'Occident est castratrice, en tout cas, qu'il y a peut-être une forme de rejet des corps. Jean-Pierre Sergent. Oui, tout à fait. Les Japonais n'ont pas le rapport que nous à la sexualité, bien évidemment. On n'en a pas parlé entre nous l'autre jour. Les Japonais, les religions shintoïstes, qui sont très ancestrales, pensent que la nature est animée, comme toutes les sociétés animistes. C'est-à-dire qu'il y a des esprits partout. Et pour définir l'espace d'un esprit, ils le lient, ils font un lien autour d'un arbre, et ils définissent cet arbre comme sacré, où vit le kami quelque part. Et donc l'idée des bondage vient de cette pratique-là, de sacraliser un corps quelque part. Oui, c'est pas une humiliation, c'est une sacralisation. Au Japon. Au Japon, mais maintenant les cultures s'interpénètrent. Pourquoi pas en France? Je veux dire, je veux pas me réduire, je veux pas réduire ma vie parce que ça fait chier quelqu'un à Besançon que je travaille sur le bondage. Je ne pratique pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Je déteste enchaîner qui que ce soit. Mais je trouve que ces images montrent l'extase. Et c'est comme avant, on avait Sainte Thérèse d'Avila qui était en extase. Avant, l'extase était éminemment religieuse, uniquement. Et ça débouchait bien sûr sur l'extase sexuelle dont parle Georges Bataille dans son livre sur l'érotisme. Mais ce qui m'intéresse, c'est de parler d'érotisme, parce que c'est comme le mouvement de la vie. On perd tellement de choses quand on n'a pas de joie à vivre et pas d'érotisme. C'est terrible. On en revient à la jouissance, justement, de la vie. Oui. Mais je pensais aussi, à côté, mais pour ceux qui ne voient pas, puisqu'on est à la radio, et il y a le problème de l'image, je pensais que si je devais expliquer cette peinture à des gens qui n'ont pas vu, je la ramènerais à Matisse. Donc où il n'y a pas beaucoup de transgressions, a priori. On est chez Matisse, Warhol évidemment, pour le support et le matériau, et il y a des clins d'œil Kettering. Alors, je ne sais pas si je dis ces trois noms, si ça... Oui, je suis un peu moins proche de Kettering, ouais, mais plus de Basquiat, vraiment, oui. J'adore l'énergie de Basquiat, et Matisse, on en a parlé avec la conférence qu'on a fait l'autre jour avec Nicolas Surlapierre, directeur du musée. On a parlé premièrement des papiers découpés de Matisse, parce que c'est exactement la même technique que la sérigraphie. Tout à fait, je mets des aplats colorés sur mes peintures, c'est exactement ça, oui. Donc c'est pour ça que c'est un peu une réponse. Ça s'inscrit quand même, ça s'inscrit dans l'histoire de l'art. On voit les filiations. Tout à fait. Et c'est vrai que Jean-Pierre Sergent est un des rares à poursuivre cette voie-là. Oui, je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que dans l'idée, c'est de la poursuite de notre présentation. On s'arrête sur la salle donc de le Pallier-Besson avec la donation magnifique de ce critique d'art qui comporte plusieurs Matisse. Et effectivement, notre nature morte de Matisse renvoie parfaitement à cette dimension à la fois de compression des plans, mais aussi dimension érotique, puisqu'on voit qu'il y a là à l'intérieur donc une sculpture d'une femme dénudée. Et surtout, ce qui est important de voir, c'est cette filiation, quelque part, avec les artistes de la génération de Jean-Pierre, mais des nouveaux créateurs aussi, puisque nous, on continue à travailler avec l'École des Beaux-Arts, on en a parlé, on avait une exposition prévue de dessin qui n'a pas pu avoir lieu pendant la période de confinement, mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est d'enrichir ce regard porté par nos visiteurs, de ne pas se dire que quand on est dans un musée, on a affaire qu'à des œuvres d'artistes morts ou de civilisations perdues, éloignées, mais au contraire de voir que cette richesse du motif décoratif, du motif pictural, du motif religieux, finalement, trouve un écho encore aujourd'hui chez les créateurs. Et je pense que la dimension, effectivement,
érotico-transgressive qu'on peut retrouver dans différentes œuvres du musée, finalement, n'est pas si présente que ça dans les œuvres de Jean-Pierre. C'est-à-dire que, effectivement, on peut discuter de certaines pratiques représentées, mais en tout cas, la dimension spirituelle semble l'emporter dans ces images. Merci. En tout cas, c'est mon sentiment. Alors, l'heure tourne. Je voulais quand même évidemment aborder une autre question. Alors, ce qui est bien, c'est quand on travaille en tant que journaliste sur un artiste comme vous, quand on va sur votre site internet, on a de l'information. Voilà, hein, on est vraiment très agréablement surpris, puisqu'il y a, je crois, alors on a parlé tout à l'heure des 72 œuvres. Je me demande s'il n'y a pas 72 vidéos, ou peut-être à peu de choses près. Oui, c'est vrai. Je fais beaucoup d'entretiens vidéo. Beaucoup d'entretiens vidéo. Et justement, donc, j'ai convié ma collègue Alexis à s'interroger évidemment sur le côté communication dont on reviendra tout à l'heure, on en parlera, qui est très important pour un artiste. Alors oui, lorsque l'on recherche le nom Jean-Pierre Sergent sur la partie vidéo de Google, ce sont très exactement 50 600 résultats répertoriés et la première page du moteur de recherche vous est totalement consacrée. Un artiste qu'on ne peut donc pas louper. Lorsque l'on approfondit et que l'on se retrouve sur votre site internet, ce sont en effet plus de 72 vidéos que l'on retrouve, classées par année et par format. Du reportage jusqu'au portrait, en passant par les retransmissions de conférences, des expositions et j'en passe. J'ai regardé les interviews, ou plutôt entretiens, avec et par vos amis, une ancienne professeure, un historien d'art ou encore des philosophes. Souvenez-vous, de 1978 à 1981, vous étiez à l'école des Beaux-Arts de Besançon. Votre professeur de couleur était Claudie Ploutier, c'était il y a 40 ans. D'ailleurs, depuis, c'est un métier qui a disparu, mais votre amitié, elle est bel et bien restée. Il faut savoir, c'est quelque chose qui est absolument, pour moi, assez merveilleux, parce qu'on a resté amis pendant tout ce temps-là, malgré des tas de vides, d'espace-temps, etc. Mais bon, la distance n'est pas abolie par la pensée, hein, donc la pensée, elle était là, et elle a été là très vite, parce que je t'avais repéré à l'école. En fait, je t'avais repéré à l'école parce que tu étais déjà un peu excentrique. Tu n'étais pas obéissant, tu étais attentif, mais tu n'étais pas celui qui avait envie de tout entendre, mais sans réflexion. Alors vous aviez été repéré à l'école par Claudie Ploutier. Depuis, votre réflexion a continué de grandir et cette ressource, vous l'avez communiquée notamment avec Marie-Madeleine Varret, philosophe. Nous allons parler d'un solitaire. Il est peintre et l'AVECO ici, donc cette table qui est une table de travail, hein, et derrière, donc c'est ce peintre Jean-Pierre Sergent que vous connaissez assez bien et que vous aimez beaucoup. Que j'aime beaucoup, qui est non seulement devenu un ami que je respecte, mais qui m'a fait entrer surtout dans un univers que je n'avais pas encore approché. À mon âge, c'est inquiétant peut-être, mais c'est ainsi, je l'avoue, et que cette découverte a modifié beaucoup de choses dans ma vie. Cette ressource et cette ouverture, vous la devez peut-être aussi à vos expériences à travers le monde. Voici une explication dans cet extrait avec Jean-Louis Garillon, médecin bioquanticien. Tu as toi-même expérimenté la transe. Oui. Donc voilà, ce qui est très intéressant parce que c'est une expérience, je dirais, humaine, mais en même temps, pour l'artiste que tu es, c'est l'ouverture à d'autres champs, à d'autres dimensions. Et disons, qui t'ont donné quel sentiment, quelle sensation dans un premier temps? D'exister autrement ou de percevoir les choses et ta dimension intérieure autrement, disons, que précédemment? C'est comme une autre vie, c'est comme découvrir une autre vie, vraiment. Un autre pan de la vie. Voilà, un autre pan avec des couleurs plus fortes, plus vives, une translatation géométrique, c'est-à-dire qu'on peut voyager dans l'espace et dans le temps. Oui, okay. Et ça, c'est cosmique, quoi. Oui. Cette révélation cosmique que j'ai eue en Égypte, elle s'est révélée encore dans les transes chamaniques. D'accord. C'est quantique. Voilà, quantique, oui. Quantique au jour d'aujourd'hui. Voilà. Ok.
Mais finalement, la vraie question et la vraie réponse, c'est avec Thierry Savatier que vous l'avez eu. Il est historien d'art et spécialiste de Courbet. Et une question que tout le monde se pose toujours, s'agissant de l'artiste, c'est qu'on considère tout de même qu'un artiste, c'est quelqu'un d'un peu particulier, et on se demande comment on devient artiste. Alors c'est ça ma première question finalement. Pour toi, comment as-tu un jour décidé de devenir artiste? C'est pas une décision, c'est un chemin de vie, je crois. Oui, c'est un chemin de vie. Oui. C'est pas une décision. Il faut quand même beaucoup de volonté pour continuer le travail d'artiste, hein, bien sûr. Mais et puis c'est ce qui me remplit le plus de joie et de bonheur. C'est ça qui me procure le plus de bonheur dans la vie, d'être artiste. Alors, Jean-Pierre Sergent, à quand la prochaine vidéo qui raconte un pan de plus de votre vie? Oh, bientôt. Oui, je peux pas me passer de ça parce que en entendant toutes ces voix d'amis, je me sens vraiment très honoré. C'était un choix difficile, cette vie d'artiste. Mais je me sens très honoré d'avoir rencontré autant de gens intéressants qui regardent mon travail avec bienveillance. Donc peut-être qu'on fera peut-être une émission à l'atelier. On avait peut-être discuté avec Aurélien. Ce serait intéressant de vous montrer l'atelier. Mais c'est vraiment... être artiste, c'est pouvoir partager les choses. Et j'ai la chance... J'ai appris ça à New York, parce que j'étais à New York, il n'y avait pas le digital quand j'étais à New York. Je ne pouvais pas faire d'entretien. Mais aujourd'hui, qu'on a les vidéos, je passe énormément de temps. Je viens de passer presque 2 mois à monter l'entretien qu'on a fait avec Nicolas sur la pierre. Et ce n'est pas un temps qui est perdu, parce que souvent on parle des artistes, mais on ne sait pas ce qu'ils pensaient vraiment. On n'a que leur œuvre pour comprendre. Quelques-uns ont écrit, mais pas tellement. Et moi, c'est un privilège que je puisse premièrement écrire, deuxièmement filmer des interviews et pouvoir diffuser mon travail, parce que si je ne le diffuse pas, je n'existe pas. Et de même, si je ne vends pas mon travail, il n'existe pas. Donc c'est un peu un respect par rapport à moi et à mon travail, de le montrer, de le faire montrer, de le faire connaître et de le faire apprécier. Donc je suis là pour le défendre, je suis le grand défenseur de mon travail. Mais Marie-Madeleine ou Nicolas, il y a beaucoup d'amis qui veulent le défendre ici, parce que il faut dire que c'est pas, pour entrer dans le marché de l'art, pratiquement mission impossible aujourd'hui. L'art ne se vend pas à moins de 50 000 $. Vous n'avez aucune chance d'entrer dans le marché. Si vous vendez même à 5 000 €, ça n'a aucun intérêt. Donc ça devient très pernicieux, ça devient presque vulgaire. Quand on voit à la foire de Bâle, on est estomaqué de voir autant de choses. On ne peut pas juger des choses, mais bon, autant d'art un peu facile à vendre, quoi. Cette émission se termine. Pour aller plus loin, il y a justement cette vidéo dont parlait Jean-Pierre Sergent à l'instant, avec Nicolas Sur-la-Pierre, le directeur du musée. Oui, tout à fait. Nicolas Sur-la-Pierre a mené cet entretien. Il sera bientôt monté, donc c'est le tout dernier. Pour nous, c'est le rôle des musées, c'est aussi ça, défendre le travail des artistes, les faire s'exprimer, leur permettre de présenter leurs œuvres en confrontation avec nos collections. Nous avons en cours de réalisation aussi un catalogue autour du travail de Jean-Pierre, donc les 4 piliers du ciel. Nous avons aussi donc prochainement une conférence dans le cadre des Journées du patrimoine. Nous avons invité Thierry Savatier, qu'on a entendu tout à l'heure, pour venir aussi nous parler d'érotisme dans l'art. C'est un spécialiste qui a écrit aussi un très bel ouvrage sur l'origine du monde de Courbet, mais ça sera un dialogue très intéressant avec Jean-Pierre. Donc j'invite évidemment tous les auditeurs à venir pour les Journées du patrimoine entendre cette rencontre. Et puis évidemment nous essayons de travailler autour de finalement la mise en valeur d'artistes de la région, et nous avons très régulièrement, et vous viendrez pour on l'espère, notre nouvel accrochage d'art contemporain au mois de novembre pour le 2e anniversaire de l'ouverture du musée.
Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Louis Luciani, merci. Nicolas Bousquet, merci. Jean-Pierre Sergent, évidemment, merci. Je remercie également mes deux collègues, donc Amélie et Alexis, d'avoir apporté leur valeur ajoutée à cette émission. À la technique, c'était Chloé Truchon. Merci à toi, Chloé. Je lâche donc l'antenne. Maintenant, on est en train de quitter le direct. En tout cas, cette émission pourra être réécoutable. Elle sera proposée en replay sur le SoundCloud de Radio Campus Besançon. Belle soirée à toutes et à tous.